Ravi de vous retrouver sur Medi 1. Soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Talk Afrique. En Afrique, beaucoup de personnes entrepreneurs n'ayant pas accès au crédit bancaire se tournent vers les microcrédits. Mais ce secteur financier a été fortement impacté par la pandémie de la Covid-19. Comme beaucoup d'autres, la crise a perturbé ainsi les objectifs et orientations stratégiques fixés par les systèmes financiers décentralisés en 2020 sur le continent. Quelques États ont financé le secteur de la microfinance, à l'exemple du Sénégal. Quelle politique faut-il mettre en place pour relancer le secteur de la microfinance post-Covid? Des éclairages dans cette émission avec nos deux invités. Il s'agit de M. Oumar Cissé, directeur de la microfinance au ministère de la microfinance et de l'économie sociale et solidaire. Bienvenue à vous, M. Cissé. Merci pour l'invitation. En notre compagnie, M. Mansour Ndiaye, expert en microfinance. Merci d'être parmi nous. Merci et bonjour. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, Monsieur Cissé, pouvez-vous nous expliquer le rôle de la microfinance dans le développement socio-économique d'un pays? Alors, il faut savoir que la microfinance est un secteur qui s'est développé très rapidement en Afrique durant ces 30 dernières années. Et c'est un secteur qui est assez stratégique puisque toutes les personnes qui n'ont pas accès aux banques classiques, généralement se tournent vers le secteur de la microfinance en Afrique. Et si on prend le cas du Sénégal, c'est plus de 3 400 000 personnes qui sont membres, clients de ces institutions. Et cela représente presque 40% de la population active du Sénégal. Donc c'est dire, pour donner un exemple seulement, celui du Sénégal. Et c'est valable au Bénin, c'est valable au Ghana, c'est valable au Kenya, dans pratiquement tous les pays africains, n'est-ce pas, le secteur de la microfinance joue un rôle important puisqu'il participe essentiellement au financement du secteur informel et contribue, n'est-ce pas, à la création de richesses dans nos pays. Quand on sait que nos pays sont généralement tirés par un secteur informel qui est un secteur très dynamique mais qu'il faut aider à structurer et à organiser. Cet appui financier permet à beaucoup de personnes en Afrique d'entreprendre. Monsieur Ndiaye, aujourd'hui, que pouvez-vous dire par rapport à ce secteur de microfinance? Comment se porte le secteur de microfinance en Afrique? Oui, juste ajouter également que la belle promesse de la microfinance a été de sortir énormément d'individus qui sont en situation de pauvreté, pour les extirper de la pauvreté, pour les donner un espoir de reprendre leur activité. Donc ça également c'est très important parce que de Mohamed Younous au Bangladesh, qui était professeur d'université, à Raiffeisen en Allemagne, qui était également professeur, donc qui ont eu effectivement à travailler sur des systèmes inclusifs, qui ont permis, vous prenez en Afrique, je crois qu'en 2016, c'était 900 et quelques millions de pauvres qui étaient globalement sur le continent africain, mais que la microfinance permet effectivement, à travers des outils, à travers des services financiers très simples, qui sont expliqués aux pauvres, qui peuvent être utilisés, qui permet effectivement à ces gens-là de s'autonomiser, de repartir dans leur vie, d'avoir une activité et puis d'avoir des revenus et capable effectivement de subvenir à leurs besoins. Donc ça a été une dynamique d'ensemble en Afrique. Ça, il faut le dire, l'état de la microfinance, aujourd'hui en Afrique, ça permet de tirer pratiquement aussi 400 millions environ sur les 900 millions donc, qui sont dans une situation critique de pauvreté, qui permet effectivement à ces 400 millions, en passant par les grands pays comme la RDC, par exemple, la RDC, le Nigeria, qui à elle seule regroupe pratiquement 186 millions de pauvres, donc au niveau de l'Afrique centrale. En Afrique de l'Est, avec la Tanzanie, l'Afrique du Sud, pratiquement, vous avez également plus de 90 millions de pauvres. Donc, ce qui fait que pratiquement tous ces pauvres-là, le terme peut être choquant, mais c'est des gens vulnérables qui aujourd'hui ne trouvent d'autres alternatives qu'en la microfinance pour espérer une vie meilleure. Donc la microfinance joue un grand rôle justement. Absolument. Et comment se porte le secteur de la microfinance en Afrique aujourd'hui? Oui, moi je dirais que c'est un secteur en fait qui fluctue également à la merci des crises. C'est vrai, on se rappelle en 2005, 2008 également, tous les chocs en fait mondiaux généralement affectent le secteur de la microfinance.
le secteur de la microfinance est caractérisé par une certaine vulnérabilité qui provient des fois des politiques globales qui sont pratiquées soit en Afrique ou des fois de la capacité des institutions à répondre en fait aux besoins, etc. On l'a vu en 2008, 2005, à partir de 2005, il y a eu des crises. Tous les grands réseaux en Afrique de l'Ouest, par exemple, ont eu d'énormes difficultés au Mali, au Togo, etc., au Sénégal, où de grands réseaux se sont retrouvés devant des difficultés. Ce que les pays asiatiques ont comblé, en tout cas par d'autres mécanismes de régulation, donc qui soutiennent en fait ces institutions, qui pour la plupart, c'est des institutions coopératives, il faut le dire également. Pratiquement, le modèle de la microfinance, c'est un modèle coopératif, donc qui s'est développé presque sur une trentaine d'années et qui a été vulnérable, qui a subi pratiquement tous les chocs mondiaux et qui a toujours également essayé de répondre à un besoin accru en fait de ses utilisateurs, sans avoir de levier par exemple de financement, de ressources stables et autres. Et parlons également aussi de la pandémie qui a impacté le secteur de la microfinance. Monsieur Cissé, à cause justement de cette pandémie, beaucoup d'activités étaient à l'arrêt et certains experts financiers africains disaient qu'il fallait s'attendre à une flambée des impayés au niveau des institutions de la microfinance. Peut-on le confirmer aujourd'hui ? Oui, il y a quand même des conséquences sur le remboursement des crédits. Des retards de paiement, mais également il faut dire que si on prend par exemple l'espace UEMOA, la BCEAO avait pris des instructions pour encourager à faire ce qu'on appelle le report d'échéance. Parce que les acteurs économiques qui sont dans ce secteur-là, évidemment, ont été également impactés par la crise. Mais contrairement à ce qu'on s'attendait, le secteur quand même a démontré une certaine résilience. Parce qu'on a pu constater que malgré la situation, le secteur reste debout. Les acteurs continuent à offrir des services en innovant, n'est-ce pas, dans leur façon de travailler. Et c'est ça l'intérêt, c'est-à-dire qu'on tire les enseignements de la situation pour développer de nouveaux produits, de nouveaux outils. C'est le cas notamment de la digitalisation des transactions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au lieu que l'agent de crédit se déplace pour aller récupérer l'échéance, et maintenant les clients peuvent à partir de leur mobile payer leur échéance. Et ça, c'est dû au fait de la crise en partie, ça s'est accéléré en partie du fait de la crise. Donc pratiquement tous les grands réseaux ont développé des partenariats avec les opérateurs de téléphonie mobile pour pouvoir utiliser leur plateforme, pour pouvoir soit envoyer de l'argent. Vous êtes en train de dire que ces institutions ont élaboré un plan de résilience pour faire face à la pandémie? Pour l'essentiel. Et entre autres mesures prises, c'est de faire en sorte que les transactions soient digitalisées. Et donc ça c'est quelque chose, c'est un point, un atout. C'est-à-dire qu'on a tiré profit de la Covid pour essayer d'innover. Bien sûr, le choc est toujours là. Les produits attendus pour l'année 2020 vont baisser, ça c'est clair. Alors que les charges d'exploitation, elles, ne vont pas diminuer. Parce qu'on va continuer à payer les salaires, on va continuer à payer les loyers si on n'a pas un siège propre, etc. Mais nous pensons que même s'il y a déficit, dans certains cas, ça va être minime. Et les institutions pourront se relancer à partir de 2021 quand on aura la crise derrière nous. Monsieur Ndia, est-ce que vous partagez son avis? Il parle justement du plan de résilience. Oui, je pense qu'il y a eu la Covid. D'abord, il faut le caractériser parce que moi, je pense que la Covid, c'est la crise en fait causée par la Covid est beaucoup plus, en termes d'intensité, est beaucoup plus forte que celle de 2008 que nous avons connue. Et malheureusement, à mon avis, à mon sens, les pouvoirs publics se sont empressés peut-être de prendre certaines mesures. Donc, il n'y a pas une réponse en fait coordonnée, bien réfléchie et autre. Parce qu'on a vu en fait des mesures qui sont édictées en France, tout de suite chaque pays africain a commencé, chaque banque centrale a commencé, c'est vrai. Mais il n'y a pas eu un moment où les acteurs se sont mis ensemble pour dire que voilà aujourd'hui l'impact de la crise, voilà ce que la crise va induire et voilà quelles sont les stratégies et les mesures à invoquer. On a vu en fait au niveau des banques centrales, chaque banque centrale, que ce soit au niveau de l'Afrique de l'Ouest, que ce soit au niveau de la BEC, les gens ont pris des mesures en disant qu'on va reporter les échéances. Est-ce que reporter les échéances est une réponse appropriée à la crise? Je donne des exemples. Par exemple, prenez la Sierra Leone.
81% des entreprises ont été affectées, qui sont des PME dans le secteur informel, avec 71% pratiquement qui avaient des difficultés de trésorerie. Donc vous pouvez reporter des échéances, mais il reste indéniable en fait que ces entreprises ont besoin d'argent pour payer des fournisseurs, pour faire des commandes, pour produire, etc. Et on l'a vu, la Covid a pratiquement ciblé l'homme. En mettant l'homme en confinement ou bien en limitant ses déplacements, ça veut dire qu'il réduit de façon drastique les activités. Beaucoup de ménages, 37% par exemple des ménages aux Comores ont réduit par exemple leur consommation alimentaire. Et pendant ce temps, ils ont fait des retraits massifs au niveau des institutions de microfinance. Pratiquement 20 à 25% de l'épargne a été retirée de ces institutions. Donc je pense que dans un contexte véritablement communautaire de cette pandémie, etc., il fallait d'abord qu'au niveau des grands ensembles, comme par exemple l'UEMOA, qu'il y ait peut-être des concertations qui vont un peu étudier la nature du problème. Alors, vous dites que ces entreprises avaient besoin de financement. On va parler du Sénégal. L'État du Sénégal a fait quand même un effort. L'État sénégalais avait prévu un financement d'environ 800 millions de francs CFA pour soutenir les institutions les plus fragiles en cette période de pandémie. Monsieur Cissé, pouvez-vous nous en dire un peu plus ? Non, d'abord préciser que ce montant de 800 millions ne concernait que notre ministère. Mais l'État a utilisé d'autres ministères également pour toucher, n'est-ce pas, les victimes de la crise. C'est le cas du FONGIP, le Fonds national de garde des investissements prioritaires, qui a bénéficié de 5 milliards. Nous avons également un fonds qui a été mis à la disposition du ministère de l'Artisanat pour toucher les artisans à travers des lignes de crédit. Donc, globalement, c'est plusieurs milliards que l'État a injectés. Maintenant, pour ce qui nous concerne, nous avons ciblé les institutions de petite taille qui sont isolées. Parce que comme il l'a dit M. Ndiaye, au Sénégal, l'environnement, l'écosystème de la microfinance, il y a des grandes institutions qui sont des grandes institutions mutualistes très fortes, avec une gestion très développée, comme à la limite dans une banque. Vous avez par contre des institutions de petite taille qui, elles, sont isolées, créées par les populations, par elles-mêmes et pour elles-mêmes, dans différents secteurs. Vous avez des mutuelles de femmes, vous avez des mutuelles d'artisans, vous avez des mutuelles de pêcheurs. Et ces mutuelles-là, généralement, n'ont pas la capacité pour aller lever des fonds. Donc c'est pourquoi nous avons mis l'accent sur les ressources qu'on nous a affectées autour de ces institutions de microfinance-là. Et nous avons touché les 14 régions du Sénégal. Et nous avons vu que le besoin est tellement fort que finalement nous avons été obligés de réallouer une partie de notre budget qu'on n'a pas utilisé en 2020 du fait de la Covid, hein, pour renforcer ça, ce qui a fait que nous sommes allés jusqu'à 1,3 milliard pour toucher ces institutions de microfinance. Maintenant, à côté de ce mécanisme-là, bon, il y a aussi que, puisque nous soutenons des institutions de microfinance de petite taille, qui, elles, travaillent avec des acteurs de l'économie sociale et solidaire qui sont essentiellement dans le secteur informel. Nous avons également eu un mécanisme de subvention, n'est-ce pas, à des groupements de femmes, à des GIE pour leur permettre de relancer leur activité. Et toujours dans le même sens, qu'est-ce que l'État justement a prévu pour permettre à ces institutions-là de relancer leurs activités, puisque nous parlons des politiques qu'il faut mettre en place pour relancer le secteur de la microfinance post-Covid? Oui, au Sénégal, suite à la Covid, vous savez, on avait un plan Sénégal émergent, avec un second plan d'action prioritaire qui a été approuvé et même présenté au bailleur de fonds en décembre 2018 à Paris. Mais suite à la Covid, l'État a été obligé de réajuster. C'est pour ça que maintenant, on a un programme d'action prioritaire accéléré, ajusté. Ajusté, accéléré. Et dans ce programme-là, ce qui est prévu pour le secteur de la microfinance, c'est 100 milliards de francs CFA sous forme de prêts bonifiés, mais également sous forme d'assistance technique pour permettre d'accompagner et de renforcer les capacités des institutions. Ces ressources-là sont indiquées dans le pacte 2 accéléré, n'est-ce pas, pour le Sénégal pour les prochaines années. Monsieur Ndiaye, au Sénégal, comme dans d'autres pays africains, on l'a dit tout à l'heure, ces activités étaient touchées par le coronavirus. Et cela a permis au Fonds d'impulsion de la microfinance de réaliser une enquête il y a 5 mois environ. Cette étude parlait d'une perte de plus de 50 milliards de francs CFA par rapport à l'encours de crédit jugé risqué. Qu'en est-il aujourd'hui?
Oui, absolument. C'est évident. C'est presque dans tous les pays africains. C'est-à-dire que la Covid a reporté les échéances. Les institutions se sont trouvées dans une situation d'illiquidité où ils ne pouvaient même plus assurer même le soutien de la trésorerie de ces entreprises. C'est là, en fait, où je dis souvent que sur les politiques publiques, c'est-à-dire que la Covid nous a trouvés dans un contexte également où les politiques publiques étaient un peu dispersées. Parce que, par exemple, quand vous prenez le cas du Sénégal, tout à l'heure, le directeur de la microfinance en faisait mention. Il y a le FONGIP qui est un dispositif. Il y a la direction de la microfinance. Si vous prenez, par exemple, 800 millions, comme il le dit, 800 millions, c'est juste l'encours de crédit d'une institution de microfinance. C'est vrai, il a dit, ça a été très intelligent d'aller toucher, par exemple, ceux qui sont dans le monde rural. Mais je pense qu'il fallait, en tout cas, dans ce contexte de la Covid, avoir une réponse globale appropriée. Parce qu'aujourd'hui, quand vous discutez avec les acteurs, c'est le secteur informel, c'est le petit commerçant, c'est cette petite femme qui a une activité. Et ces gens-là, malheureusement, qui devraient subir la promesse de la microfinance, ces gens-là ont été à un moment donné laissés à elles-mêmes. Et ça, je pense que quand vous discutez aujourd'hui avec des entreprises, certaines entreprises ne connaissent même pas les mécanismes pour accéder, par exemple, à certains dispositifs qui ont été mis en place. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, cette crise, je le dis et je le répète, il faudrait que les pouvoirs publics, les différents acteurs s'arrêtent à un moment donné pour analyser l'impact de ces crises et pour apporter les réponses appropriées. Dans certains pays, on le voit, comme on l'a dit tout à l'heure, le Madagascar, etc., l'inclusion financière continue à être une thématique. Le recentrage des activités des pouvoirs publics pour qu'il y ait de l'impact continue également à être un débat. Et je pense que c'est dans ce sens où il faut aller. Et moi, je me trouve dans une situation où je discute avec les différents acteurs. Je me mets dans la perspective des clients, de la microfinance, et je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de choses à faire pour les soutenir aujourd'hui. Dans toujours cette crise de pandémie, on parle de deuxième vague, et aujourd'hui, les entreprises ne sont pas encore sorties de l'ornière, alors qu'on parle de deuxième vague de la crise. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment une réponse appropriée. Il y a encore des efforts à faire, c'est ce que vous voulez dire. Il y a des efforts à faire. Parce que c'est vrai, au niveau des institutions de microfinance, il y a des impayés, on peut appuyer une institution, mais qui peut, d'une manière ou d'une autre également, utiliser cet argent pour refaire sa santé financière. C'est vrai, mais pas pour donner aux clients, pour relancer les activités des clients, pour continuer à accompagner, pour comprendre le déficit de trésorerie, des mécanismes par exemple, de soutien à la trésorerie auraient bien pu être développés par toutes les entreprises. Mais quand vous discutez avec la majorité, 10 entreprises si vous prenez 10 entreprises, peut-être que 7 ne savent même pas quels sont les mécanismes qui ont été mis en place, souvent par les pouvoirs publics, mais par les institutions. Donc ça dénote également de tout le travail qu'il faut faire, surtout sur l'éducation financière. On a des clients qui peuvent... Oui, monsieur Cissé veut réagir, allez-y. Oui, je crois qu'il a posé un problème général. C'est l'accès à l'information dans nos sociétés en Afrique. Parce que nous avons une société, pour l'essentiel, analphabète. Et les canaux que nous utilisons pour communiquer, souvent, ne sont pas adaptés. Et je suis d'accord avec lui pour dire qu'il faut davantage faire ce qu'on appelle de l'éducation financière. Informer les acteurs sur les opportunités qui existent. Souvent, les gens ne sont pas informés des opportunités. Mais qu'est-ce qu'il faut faire alors, puisque les personnes ne sont pas informées? Justement, c'est d'aller vers l'éducation financière à travers la communication de masse. Or, vous êtes dans le secteur de la communication, vous savez très bien que ça coûte très cher. Si vous demandez à un partenaire technique et financier de vous accompagner pour faire... Nous avons développé au Sénégal, je pense qu'il le sait, un programme national d'éducation financière. On voulait aller à un programme en seconde phase pour aller faire de la communication de masse, mais aucun partenaire ne veut venir. Ah, c'est trop cher, parce que ça veut dire faire des sketchs qui passent à la radio ou à la télé, faire des spots publicitaires, etc. Ça coûte cher. Et ça ne suffit pas tout le temps d'aller dans des rencontres, faire des ateliers, ça ne suffit pas. Mais le travail doit se poursuivre, on doit développer des mécanismes beaucoup plus innovants pour toucher, n'est-ce pas, les acteurs. Là, je suis d'accord avec lui. Par contre, il y a un aspect qui me paraît important, qu'il a souligné, mais c'est une réalité partout en Afrique. Par rapport aux pertes obtenues par les institutions dues à la Covid, est-ce que la solution, c'est de subventionner, de faire des subventions d'exploitation pour combler ça? Je pense qu'au Sénégal, par exemple, cela a été envisagé. Mais
ce n'est pas encore tout à fait clairement défini. On nous a dit qu'il y aura 50 milliards sous forme de crédits bonifiés, pour des crédits bonifiés, mais également il y aura 50 milliards pour faire un peu ce qu'on appelle de l'assistance technique. Je crois qu'au moment où on va finaliser pour rendre ça opérationnel, on pourra, en rapport avec les associations professionnelles, voir qu'est-ce qu'on peut contribuer. Alors, vous avez vraiment posé le problème. On voit qu'il faudrait des solutions. Monsieur Ndiaye, vous êtes expert en microfinance. Quelles sont les solutions que vous pouvez préconiser pour que l'année 2021 soit meilleure que 2020? Moi, je suis pour une justice distributive des revenus. On ne peut pas dire que nos États ont capitalisé 6% de croissance, etc. et qu'il y ait des crises et que l'État ne soit pas en mesure de faire des transferts conséquents vers les populations. Là, vous parlez du Sénégal ou bien de façon générale en Afrique? Oui, en Afrique, par exemple. Pourquoi j'aime le modèle du Madagascar? Parce que Madagascar, c'est la grande île. J'allais dire c'est un petit pays, mais la grande île. Madagascar, ils ont traduit en fait tous les documents d'éducation financière en malagasy, donc suivant leur langue nationale. Donc ils ont, avec de petits moyens, fait de grandes choses. Donc, sur par exemple une réponse sur les transferts, tout le soutien de l'État a transité par les institutions de microfinance. Donc ce qui permet à différents segments d'avoir des revenus, de se bonifier sur un certain nombre de commissions, etc., etc. Mais il est indéniable qu'aujourd'hui, vous prenez la première puissance mondiale, les États-Unis, l'État a fait des subventions même aux personnes, c'est-à-dire à la population, pour les soutenir. C'est-à-dire, moi j'alerte nos pouvoirs publics sur le fait que cette crise est une crise sans précédent et qu'il faut véritablement avoir une réponse appropriée par rapport à cette crise, surtout d'un point de vue économique. Je pense que le président Macky Sall disait, je l'ai suivi une fois, il disait qu'on ne va pas se sacrifier économiquement, etc. Sanitaire, oui, mais on ne va pas sacrifier. C'est une bonne approche, mais je pense qu'il faudrait qu'on se rende compte que cette crise est beaucoup plus aiguë que cette crise de 2008 qu'on a vue. Et cette crise de 2008 a failli éclabousser le monde. Donc il faut aujourd'hui que les pouvoirs publics soutiennent de façon conséquente aujourd'hui les populations, les entreprises, pour leur permettre de redémarrer. Et ça, il faut qu'on trouve les moyens pour informer, pour que les entreprises aient la bonne information et que les mécanismes également soient assouplis. Par exemple, quelqu'un qui veut mourir, il a besoin d'eau, je pense qu'il faut lui amener de l'eau. Et c'est cette réponse aujourd'hui que les États devraient coordonner au niveau de l'Afrique. Alors, il y a l'État, mais il y a également... Pourquoi, par exemple, il n'y a pas une grande conférence en Afrique sur la microfinance? Mais la microfinance, c'est quand même presque 900 millions de personnes qui sont concernées en Afrique. Si vous prenez toute l'Afrique, tous les gens qui sont vulnérables, les jeunes, les femmes, vous allez en RDC, tous ceux qui sont en train de faire ces labeurs, ce travail dur de tous les jours, qui se réveillent à 5 h du matin avec une petite activité génératrice de revenus, ils sont concernés par la microfinance. Mais on a vu tellement sur la dimension sécuritaire, sur tel, mais sur la microfinance aujourd'hui, il y a lieu avec les banques centrales d'apporter une réponse conséquente. Et c'est là également où je lance un appel. Je pense que le directeur de microfinance l'a dit. Je pense qu'il est d'accord avec moi qu'il faut une grande réponse coordonnée et appropriée aujourd'hui. L'émission tend vers sa fin. Vous avez parlé de l'État. Il y a également un autre aspect, les institutions de microfinance et leurs clients. Monsieur Cissé, comment les institutions de microfinance peuvent aider leurs clients à faire face justement à cette pandémie, même pour le premier semestre 2021? Comment ils peuvent relancer leurs activités? Non, tout simplement en mettant à leur disposition des financements, des crédits dans des conditions adaptées. Par exemple, il y a la question des taux d'intérêt qui, parfois, ces taux sont jugés exorbitants dans le secteur de la microfinance. Je crois que les institutions de microfinance sont d'accord, en tout cas pour le Sénégal, de faire en sorte, de travailler en sorte que dans le cadre de la relance, que les taux d'intérêt débiteurs appliqués au niveau des membres soient revus à la baisse. Également, si l'État met à disposition des ressources longues, stables, à des conditions très souples, comme l'a dit M. Ndiaye, les institutions auront l'obligation de répercuter ça sur leurs membres, ce qui fait qu'au finish, il y aura non seulement des ressources pour réinvestir sur le moyen terme, mais également des ressources pour des besoins en fonds de roulement qui sont généralement des crédits court terme.
Et ça, ça fait partie un peu des stratégies qui ont été retenues, en tout cas pour ce qui concerne le Sénégal. Et je sais que cette tendance-là va se généraliser un peu partout en Afrique. Je vous laisse terminer justement. Il nous reste juste quelques secondes. Oui, moi je continue à rester sur ma faim par rapport aux politiques, par rapport également à la réponse des institutions de microfinance, parce qu'avec des taux d'intérêt assez élevés, aujourd'hui exorbitants, avec également le fait que les banques centrales aujourd'hui ne refinancent pas les institutions de microfinance. Ils n'ont pas accès au guichet. Voilà, donc ils n'ont pas accès au guichet. Alors qu'on voit dans d'autres pays asiatiques, les banques centrales font de la microfinance un levier de la politique sociale. Et c'est ça qu'il faut en Afrique. Merci beaucoup, c'est la fin de cette émission. C'était un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Monsieur Oumar Cissé, vous êtes directeur de la microfinance au ministère de la Microfinance et de l'économie sociale et solidaire. Merci. Merci à vous aussi. En face de vous, Monsieur Mansour Ndiaye, vous êtes expert en microfinance. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup, madame. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Merci à l'équipe technique et rédactionnelle pour la réalisation de cette émission. Et je vous dis à très bientôt.